La constitutionnalité de la loi est maintenant contestée en Cour supérieure par plusieurs associations syndicales. Et ces associations invoquent que la loi serait contraire à l'alinéa 2D de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'à l'article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui protègent tous deux le droit à la liberté d'association. La loi porterait tout d'abord atteinte au droit à la négociation collective protégé par ces chartes, puisqu'elle restreint les sujets de négociation possibles et qu'elle impose des négociations de travail sans négociation préalable. Deuxième élément qui est invoqué, c'est que la loi annule des clauses importantes des conventions collectives en vigueur et qu'elle porte ainsi atteinte à la liberté d'association et au processus de négociation collective. Comme on le sait, la Cour suprême a initialement eu une interprétation restrictive de la liberté d'association protégée par l'article 2D de la Charte canadienne. Mais depuis son arrêt de 2007, dans l'affaire Health Services, la Cour a progressivement élargi la portée de l'alinéa 2D pour inclure un droit, à tout le moins procédural, à la négociation collective et plus récemment, début 2015, le droit à l'exercice de la grève. Le processus de négociation collective est donc protégé par la Charte canadienne et par extension par la Charte québécoise. Dans l'arrêt BC Health Services, la Cour énonce qu'une entrave substantielle à la négociation collective constitue une atteinte à la liberté d'association. Pour déterminer si une mesure législative qui a des répercussions sur la négociation collective constitue une entrave substantielle, la Cour a établi qu'il fallait examiner successivement deux questions. Premièrement, l'importance que les aspects touchés par la mesure législative revêtent pour le processus de négociation collective, plus particulièrement la capacité des syndicats d'agir d'une seule voix en vue de réaliser des objectifs communs. Deuxièmement, on doit examiner l'impact de la mesure sur le droit collectif à une consultation et à une négociation menée de bonne foi. Ce sont donc ces deux critères que la Cour supérieure devra appliquer dans son évaluation de la constitutionnalité de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Or, comme dans beaucoup de litiges constitutionnels, les critères établis dans l'arrêt Health Services laissent une marge d'appréciation assez large aux juges. Sur l'importance des sujets qui sont touchés par la loi, ici en cause, le juge devra entre autres considérer dans son appréciation le fait que les cotisations versées au régime de retraite représentent une part très substantielle, souvent de l'ordre de 20% ou plus, de la rémunération globale des salariés. Sur l'impact de la mesure sur le droit collectif à une consultation et à une négociation menée de bonne foi, la Cour devrait ici considérer que la loi écarte les dispositions de conventions collectives en vigueur et qu'elle laisse peu de place à la négociation sur les sujets qu'elle vise, le partage du déficit, l'absence d'indexation qui sont non négociables. À noter que le processus de négociation qui est prévu par la loi vise la mise en œuvre des mesures imposées par le gouvernement et ne constitue pas une négociation sur la façon de régler les problèmes relatifs à la santé financière et la pérennité des régimes de retraite. L'avenir nous dira si ces éléments et d'autres qui seront plaidés par les syndicats seront suffisants pour que le juge considère qu'il y a atteinte à la liberté d'association. Si le juge considérait qu'il y avait atteinte à la liberté d'association, le gouvernement pourrait toujours justifier sa mesure en invoquant l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Et ici, c'est le test de Oakes, développé en 1986 par la Cour suprême, qui devrait être appliqué. Il y a 3 volets à ce test. Le gouvernement devrait démontrer que les objectifs qu'il poursuit par le biais de la loi sont urgents et réels dans une société libre et démocratique. Ici, les objectifs seraient probablement considérés urgents et réels par la Cour compte tenu de l'importance du déficit qui frôle, comme on l'a dit plus tôt, les 4 milliards de dollars. Le gouvernement devrait, en deuxième lieu, démontrer l'existence d'un lien rationnel entre l'objectif urgent et réel qui est poursuivi par la loi et les moyens qu'elle propose pour l'atteindre. Ici, c'est un critère dont le seuil d'atteinte n'est pas très élevé. Donc, le gouvernement devrait aussi être en mesure de prouver qu'il y a existence d'un lien rationnel entre l'objectif et les mesures adoptées. Le troisième critère est la démonstration que la loi contestée représente une atteinte minimale aux droits protégés par l'alinéa 2D de la Charte. Et c'est ici que ça pourrait s'avérer problématique en raison, entre autres, de l'aspect mur à mur du projet de loi
qui s'applique de façon similaire aux municipalités qui ont un problème quant à la solvabilité de leur régime de retraite et aux municipalités qui n'ont pas de problème quant à la solvabilité de leur régime de retraite. La question de l'indexation pourrait aussi être vue comme une mesure draconienne qui ne répondrait pas à ce critère. Donc, comme je le mentionnais, on verra ce que la Cour jugera à ce propos.